J'ai arrêté de parler à mon mari le soir où il a qualifié ma voix de bruit. Rien d'autre qu'un bruit agitant son monde parfait et incontesté. Et maintenant, il revient en rampant, suppliant comme un chien brisé à genoux. Je pliais le linge quand il a tué quelque chose en moi. C'était un mardi, la première semaine de décembre, et je racontais à Weston un appel étrange que j'avais reçu au travail cet après-midi-là. Le faux numéro d'un homme qui jurait me connaître de quelque part. Weston n'a pas levé les yeux de son téléphone. J'ai continué à parler quand même, parce que c'est ce qu'on fait quand on est marié depuis 6 ans, et qu'on suppose que l'autre personne écoute toujours, même si son regard est ailleurs. « Est-ce que tu laisses jamais une pensée rester dans ta tête ?» a-t-il dit, d'un ton plat et ennuyé, comme s'il demandait la météo. Je suis restée là, tenant une serviette chaude contre ma poitrine, comme si elle pouvait me protéger de quelque chose. Je ne faisais que partager ma journée, ai-je dit. C'est trop de bruit, a-t-il dit. Je n'ai pas besoin d'un compte rendu détaillé de chaque petite chose qui t'arrive. J'ai laissé passer cette nuit-là. Je me suis dit qu'il était fatigué, que Holt lui avait écrit à propos du comte Kessler, que tout le monde craque parfois. J'ai plié le reste des serviettes en silence et je me suis dit que cela ne signifiait rien. Ça a continué. Je mentionnais un article que j'avais lu et il attrapait la télécommande sans tourner la tête. Je commençais une phrase dans la voiture en allant chez sa mère et il demandait, sans sourire, s'il existait un bouton d'avance rapide pour moi. Puis, un dimanche, 10 jours après la nuit de la serviette, j'ai ri de quelque chose sur mon téléphone. Une vidéo que ma sœur Paige m'avait envoyée, et j'ai tourné l'écran vers lui par instinct, comme on le fait quand quelque chose est drôle et qu'on veut que la personne à côté de soi le ressente aussi. Il m'a regardé de la manière dont on regarderait une mouche qui se serait posée sur son assiette. « Tu aimes vraiment le son de ta propre voix ?» a-t-il dit. Je n'ai pas pleuré. Je veux être claire à ce sujet, car je sais comment ces histoires se déroulent habituellement et je sais ce que les gens attendent. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose en moi s'est simplement immobilisé. De la même manière qu'une maison devient silencieuse juste avant qu'un orage n'éclate, quand les oiseaux se taisent et que l'air change de couleur. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai repris la serviette et j'ai continué à plier. Il a monté le son de la télévision de 2 crans, satisfait, apparemment, que l'affaire soit close. J'ai fini la lessive en silence, pliant chaque serviette dans les mêmes tiers serrés sur lesquels ma mère insistait autrefois. Et je me souviens avoir pensé très clairement que je venais de voir quelque chose se terminer, sans qu'aucun de nous ne prononce le mot à voix haute. Je lui ai donné du silence après ça. Un vrai silence. Je suis allée à la pharmacie 2 jours plus tard et j'ai acheté un bloc-notes jaune, du genre avec de fines lignes bleues. Et j'ai commencé à tout écrire au lieu de le dire à voix haute. Nettoyage à sec pré-jeudi. Facture d'eau due le 12. Pas de salutation, pas de point d'exclamation, juste des faits imprimés en lettres capitales et laissés sur le comptoir de la cuisine, là où il les verrait en allant vers la cafetière. J'ai complètement arrêté de parler à mon mari. Pendant 2 semaines, il a cru qu'il avait gagné. Il se promenait dans notre maison, en ce mois de décembre, comme un homme qui aurait réussi à dresser un chien pour qu'il arrête d'aboyer. Il fredonnait sous la douche. Il regardait le golf avec ses pieds en chaussettes sur la table basse que j'avais moi-même rénovée l'été précédent. Il n'avait aucune idée que je n'étais pas brisée. J'étais juste ailleurs. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre qui était Weston avant ce mardi et qui j'étais aussi, et comment nous nous sommes retrouvés avec une maison sur Bearwood Lane à Asheville, avec 2 noms sur la boîte aux lettres et un seul nom sur l'acte de propriété. J'avais 34 ans en ce mois de décembre. Weston en avait 36. Nous nous étions rencontrés au mariage d'un ami commun à Charlotte 8 ans plus tôt, à l'époque où il me faisait rire si fort que je m'étais étouffée avec un morceau de cocktail de crevettes, et il avait dû me taper dans le dos devant 40 inconnus. Il était charmant à l'époque, de la manière spécifique dont certains hommes sont charmants, c'est-à-dire qu'il était charmant envers les gens plutôt qu'avec eux. Il m'a fallu des années pour comprendre la différence. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un vignoble près de Hendersonville. 60 invités, des guirlandes lumineuses tendues entre 2 chênes. Mon père était parti depuis 2 ans à ce moment-là, alors c'est mon oncle Roy qui m'a conduite jusqu'à l'hôtel improvisé.
Weston a pleuré pendant ses vœux, de vraies larmes, et a dit à la foule qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui donnait l'impression que les jours ordinaires valaient la peine qu'on y prête attention. Je l'ai cru complètement. Je pense, certaines nuits, même maintenant, qu'il le croyait aussi, à ce moment précis. De la manière dont les gens peuvent croire que quelque chose est vrai, puis cesser lentement de vivre comme si c'était vrai, sans jamais décider formellement de le faire. Nous nous sommes mariés quand j'avais 28 ans. 2 ans avant cela, mon père, Walter Hay, était mort d'une crise cardiaque dans son garage à Andersonville, une clé à molette encore à la main. À mi-chemin de la réparation d'une tondeuse à gazon qui n'en avait pas besoin, il m'a laissé $180 000, la majeure partie de ce qu'il avait, car ma mère était décédée quand j'avais 19 ans, et il n'y avait personne d'autre à qui le laisser. L'avocat de sa succession, un homme prudent aux cheveux argentés nommé Grant Feldman, s'est assis en face de moi à une table de conférence en février de cette année-là, et m'a dit quelque chose dont je n'ai compris le poids que bien plus tard. « Quoi que vous achetiez avec ça, a dit Feldman, achetez-le à votre nom seul. Peu importe qui vous épousez ou à quel point vous l'aimez. Votre père a travaillé 31 ans pour cet argent. Protégez-le comme il l'aurait fait. J'ai utilisé $140 000 de cette somme comme acompte pour la maison de Bearwood Lane 18 mois plus tard, à l'époque où Weston et moi étions fiancés, mais pas encore mariés. La signature a eu lieu en octobre. Mon nom était le seul sur l'acte de propriété parce que Feldman avait rédigé les papiers lui-même, et je lui faisais plus confiance qu'à mon propre instinct sur la façon dont le mariage était censé fonctionner. Weston savait que la maison était à mon nom. Il n'a rien signé à la clôture car il n'y avait rien à signer pour lui à ce moment-là. Il a dit qu'il s'en fichait. Il a dit qu'une maison n'était qu'une maison. Ce n'était pas vrai, et j'ai découvert à quel point c'était faux lors d'un dîner 3 ans après notre mariage. C'était un samedi d'avril et nous avions invité Holt et Renata, ainsi que 2 autres couples du bureau de Weston. Quelqu'un, je ne me souviens plus qui, a fait une remarque désinvolte sur la hausse des prix de l'immobilier dans notre quartier. Weston buvait son 3e verre de Malbec et il a ri d'un rire qui ne ressemblait pas du tout à un rire. « Demandez à Marlowe, a-t-il dit. C'est sa maison. Je paie juste pour garder les lumières allumées. » La table est devenue silencieuse une seconde. Renata a ri nerveusement pour combler le vide. Je me souviens avoir souri aussi, parce que c'est ce qu'on fait lors des dîners. On sourit à travers les petites cruautés pour que personne n'ait à sentir la température chuter. Mais je me souviens exactement où je me trouvais, près de la cuisinière, tenant une cuillère de service, quand il a dit ça. Je me souviens avoir pensé, ce n'est pas une blague. C'est du ressentiment qui a revêtu les habits d'une blague. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce moment. Au lieu de cela, je l'ai classé, comme on classe beaucoup de choses dans un long mariage, en me disant que c'était une mauvaise soirée parmi des centaines de bonnes. Pendant longtemps, il y en a vraiment eu des bonnes. Weston avait l'habitude de laisser des mots dans mon sac à lunch quand nous étions jeunes mariés. De petits dessins stupides et des blagues d'une ligne. Il m'appelait de la route juste pour entendre ma voix pendant qu'il rentrait de réunions clients à Charlotte ou Greenville. Quelque chose en lui s'est refermé au fil des ans, lentement. De la même manière qu'une plaie se referme sur de la saleté si on ne la nettoie pas d'abord. Je ne sais pas exactement quand l'homme qui appelait de la route est devenu l'homme qui m'a dit que ma voix était du bruit. Je sais seulement que lorsque je m'en suis rendu compte, c'était déjà arrivé. Il y a eu un autre moment, antérieur au dîner, que je comprends différemment maintenant qu'à l'époque. C'est arrivé pendant notre 2e année de mariage, en mars, lors de notre seule vraie dispute sur l'argent avant celle qui nous a finalement séparés. Je lui avais demandé au dîner pourquoi sa moitié des dépenses liées à l'hypothèque, celles que nous avions convenu de diviser à parts égales même si la maison elle-même était à moi, arrivait constamment en retard ou incomplète. C'était une question juste. Je l'avais posée doucement, autour d'un plat de pâtes, sans aucune agressivité dans ma voix. Weston est devenu blême avant même que j'aie fini ma phrase. Il a posé sa fourchette, a pressé une main à plat contre sa poitrine et m'a dit que son cœur s'emballait, qu'il avait l'impression que les murs se refermaient sur lui, qu'il avait besoin que j'arrête de parler d'argent tout de suite, ce soir-là, car il pensait sincèrement qu'il était peut-être en train de faire une sorte de crise. J'ai tout laissé tomber. Je me suis assise avec lui sur le sol de la salle de bain pendant 40 minutes,
faisant couler l'eau froide, vérifiant son pouls contre mon propre poignet, terrifiée à l'idée de voir quelque chose arriver à mon mari. Rien n'est arrivé. Son pouls n'a jamais dépassé le mien, qui était élevé simplement par la peur. Le lendemain matin, il allait bien, joyeux même, et la conversation sur les dépenses liées à l'hypothèque n'a plus jamais été abordée. Ni cette semaine-là, ni cette année-là, ni jamais vraiment, pas directement. Chaque fois que j'ai essayé de la relancer par la suite, doucement, il prenait un certain air, une sorte de tension préventive autour des yeux, et je reculais avant même qu'il n'ait à jouer le reste de la scène. Je n'avais pas les mots pour décrire ce que c'était à l'époque. Je connais les mots maintenant. J'ai assez lu depuis décembre pour reconnaître un schéma quand je le vois écrit noir sur blanc sur une page, au lieu de le vivre en temps réel. C'est une forme spécifique de pression, qui consiste à utiliser le corps, à utiliser la peur pour la santé de quelqu'un, afin de mettre fin à une conversation que l'on ne veut pas avoir. Je ne pense pas que Weston l'ait planifié consciemment. Pas la première fois. Je pense que certains hommes découvrent presque par accident que la peur fonctionne mieux qu'un argument ne le pourrait jamais. Et une fois qu'ils l'ont découvert, ils y ont recours à nouveau, sans jamais tout à fait admettre ce qu'ils font. J'ai classé cette nuit-là aussi. Comme j'ai classé le commentaire du dîner. Comme j'ai classé une centaine de moments plus petits que je pourrais énumérer si je restais assise ici assez longtemps. Chacun, pris isolément, semblait surmontable. C'est seulement en les alignant, bout à bout, comme je viens de le faire pour vous, que la forme de l'ensemble devient visible. En ce mois de décembre, nous étions mariés depuis 6 ans, et la version de lui qui m'appelait de la route n'existait plus que sur de vieilles photographies. Chaque soir à 18h, pendant que Weston s'asseyait devant la télévision, croyant m'avoir réduite au silence avec succès, je prenais ma voiture et je conduisais 11 minutes jusqu'à l'appartement de ma sœur Paige sur l'avenue Mérimont. Nous nous asseyions sur son minuscule balcon, même dans le froid, enveloppés dans des couvertures, buvant du thé, et je parlais. Je parlais de tout ce que je n'avais pas le droit de dire à la maison. Je riais jusqu'à en avoir mal au ventre. Paige était divorcée depuis 3 ans à ce moment-là, et elle m'observait avec la patience particulière de quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin au début duquel je me trouvais. « Tu sais, ce n'est pas tenable », m'a-t-elle dit un soir, la 2e semaine de mon silence. Le truc du bloc-notes, c'est malin, mais ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas censé être un mariage en ce moment, lui ai-je répondu. C'est censé être un miroir. Weston ne m'a jamais demandé où j'allais ces soirs-là. Il lisait mes notes sur le comptoir de la cuisine, payait les factures que je signalais et regardait des rediffusions de golf dans une paix qu'il prenait pour une victoire. Il n'avait aucune idée que je disparaissais exprès, 4 heures à la fois, dans une vie qui n'avait rien à voir avec lui. 3 semaines après le début du silence, il a eu besoin de quelque chose de moi. Holt faisait venir un client de Richmond, une société de logistique appelée Feraline Frecht que Weston courtisait depuis des mois. Et un dîner était prévu le 2e vendredi du mois dans un steakhouse du centre-ville. Conjoints invités. Weston a laissé une note de son cru sur le comptoir ce matin-là, ce qui m'a semblé presque drôle étant donné ce qu'il m'avait appris à faire. Mais la robe bleu marine, était-il écrit. 19h. Ne sois pas en retard. Pas une question, une instruction, tapée comme on taperait une note de service à un employé. J'ai mis la robe bleu marine quand même, parce que je voulais aller jusqu'au bout, et parce qu'une partie de moi, mesquine et curieuse, voulait voir ce qui se passerait quand le bruit cesserait d'être disponible sur commande. J'ai assisté à l'apéritif, étant chaleureuse avec Renata qui accompagnait Holt en tant qu'épouse, et j'ai interrogé le directeur de Feraline, un homme à la voix douce nommé Curtis, sur ses petits-enfants. Et j'ai souri au bon moment. Puis, pendant le plat principal, Holt s'est tourné vers Weston et l'a interrogé sur le voyage que nous avions fait à Tulum le printemps précédent, celui avec la tempête qui avait cloué notre vol au sol pendant 2 jours supplémentaires. Weston s'est tourné vers moi par réflexe, comme il le faisait toujours quand une histoire avait besoin d'être terminée, quand il avait besoin que je fournisse la couleur et la chute, comme je l'avais toujours fait pendant 6 ans de dîner comme celui-ci. J'ai croisé son regard. J'ai bu une gorgée d'eau. Le silence s'est étiré pendant 4 longues secondes. Je les ai comptées. Son sourire s'est fissuré en temps réel.
Une petite fracture au coin de sa bouche que personne d'autre à table ne sembla remarquer. Il a bafouillé le reste de l'histoire seul, perdant le fil de foi, se trompant sur le nom de l'hôtel, transpirant visiblement à travers sa chemise au moment où le dessert est arrivé. Curtis a été poli à ce sujet. Holt ne l'a pas été. J'ai vu la mâchoire de Holt se crisper d'une manière que je reconnaissais, car j'avais appris en 6 ans à lire les petits avertissements sur le visage de cet homme lors des quelques dîners de travail auxquels nous avions assisté ensemble. Dans la voiture, après, Weston était furieux, de la manière particulière dont les hommes deviennent furieux quand ils ont été embarrassés devant quelqu'un dont l'opinion compte pour leurs revenus. « Tu m'as fait passer pour un idiot devant Curtis », a-t-il dit, agrippant le volant. Devant Holt. « Comprends-tu ce que ce conte signifie pour moi ? Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé, ai-je dit. Pas de bruit. » Il n'a pas répondu à cela. Il a conduit le reste du chemin avec la mâchoire serrée, et 2 jours plus tard, il a intensifié les choses d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je suis allé à l'épicerie un mercredi et je me suis tenu à la caisse avec un chariot plein de cuisses de poulet et de légumes, et la carte a été refusée. J'ai essayé 2 fois. Le caissier, un adolescent avec un badge indiquant Bryce, m'a lancé le genre de grimace compatissante réservée exactement à cette situation. Il y avait une femme derrière moi dans la file, plus âgée, patiente, qui a proposé sans qu'on le lui demande de couvrir la différence, 23 $ si j'en avais besoin. Je lui ai dit que tout allait bien, merci, et j'ai laissé le chariot au directeur à la place, sortant sur le parking avec rien d'autre que mon sac à main et un sentiment auquel je ne m'attendais pas, qui était moins de l'humiliation qu'une étrange et froide clarté. Il avait fait un calcul. Il avait décidé qu'un inconvénient public était un prix acceptable à payer pour remettre sa femme sous contrôle. Et quelque part dans cette décision se trouvait la réponse à une question que j'évitais de poser directement depuis des semaines, si l'homme que j'avais épousé m'avait jamais réellement vu comme une partenaire, ou seulement comme une variable qu'il s'attendait à voir rester dans une fourchette qu'il avait fixée. J'ai appelé la banque depuis le parking. Une représentante nommée Denise m'a informé que le titulaire du compte joint, Weston Voss, avait supprimé mon statut d'utilisateur autorisé de la carte de crédit ce matin-là. Le compte courant lui-même était intact, mais la carte que j'utilisais pour les courses, l'essence, la pharmacie, tout, avait été coupée. Il pensait que m'affamer me ramènerait dans le rang. Je comprenais la logique, même si je la détestais. Couper l'accès du bruit au confort, et le bruit viendra supplier pour être réadmis dans la pièce silencieuse où il appartient. Je n'ai pas supplié. Je suis rentrée chez moi. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert un compte courant à mon nom seul dans une caisse de crédit à 11 miles de là, une dont Weston n'avait jamais entendu parler parce que je l'avais trouvée par l'intermédiaire d'une collègue, pas par lui. Puis je me suis connectée à notre compte d'épargne joint et j'ai transféré exactement la moitié de ce qu'il contenait, 41 612 $, au centime près, sur le nouveau compte. J'ai laissé un tableur imprimé sur le comptoir de la cuisine cette nuit-là, à côté de mon bloc-notes, détaillant 11 mois de ses dépenses, 14 droits de jeu au Grovewood Country Club, 610 $ répartis sur 4 notes de bar différentes avec Holt dans un endroit du centre-ville appelé The Ledger. Je n'ai pas écrit de notes pour expliquer tout cela. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Il a trouvé le tableur le lendemain matin. Il ne m'en a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Je pouvais le voir le lire au comptoir, la mâchoire crispée, le café refroidissant dans sa main. 2 nuits après cela, il a tenté le coup que je reconnaissais maintenant, celui du sol de la salle de bain lors de notre 2e année de mariage. J'étais dans la cuisine en train d'écrire la note du lendemain sur le bloc-notes quand je l'ai entendu appeler mon nom depuis le salon, d'une voix étranglée, urgente, le registre exact qu'il avait utilisé pour les pâtes toutes ces années auparavant. Je l'ai trouvé sur le canapé, une main pressée sur sa poitrine, respirant vite et de manière superficielle, me disant entre 2 respirations que quelque chose n'allait pas, qu'il pensait devoir aller à l'hôpital, qu'il avait peur. L'ancienne version de moi aurait laissé tomber le bloc-notes et l'aurait conduit aux urgences sans une seconde d'hésitation. Au lieu de cela, je suis restée dans l'embrasure de la porte un moment, l'observant, et j'ai remarqué quelque chose que je ne m'étais jamais autorisée à remarquer auparavant. Ses yeux se tournaient vers moi entre 2 respirations, vérifiant,
comme un acteur vérifie le dernier rang pour voir si la blague fait mouche. J'ai appelé une ambulance quand même, parce que je n'étais pas prête à parier la vie d'un homme sur ma lecture de son caractère. Et je suis restée avec lui aux urgences de l'hôpital Mission pendant 4 heures pendant qu'un médecin nommé Audet faisait un électrocardiogramme, prélevait du sang, et revenait finalement avec un diagnostic d'anxiété aiguë. Aucune implication cardiaque que ce soit, cœur parfaitement sain. Weston ne m'a pas remercié d'être resté. Il semblait presque embarrassé par le diagnostic, dégonflé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le soulagement. Sur le chemin du retour, il m'a dit, d'une voix redevenue plate, qu'il supposait que j'avais obtenu ce que je voulais, une raison d'avoir pitié de lui. Je n'avais pas demandé de raison d'avoir pitié de lui. J'avais simplement remarqué, pour la première fois en 6 ans, que la peur dans cette pièce n'avait toujours couru que dans une seule direction, et ce n'était pas la direction qu'il voulait que je croie. C'est la même semaine que le chauffage est tombé en panne. Je me suis réveillée à 3 heures du matin par un cri mécanique strident venant du sous-sol, suivi d'un silence qui était en quelque sorte plus bruyant. À 6 heures du matin, la température de la maison était tombée à 52 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius. Weston se tenait dans la cuisine avec son manteau d'hiver, son souffle visible dans la lumière de la cuisine, exigeant que j'appelle quelqu'un. « Je ne suis plus la chef de projet de cette maison », lui ai-je dit. C'était la première phrase complète que je lui adressais en 19 jours. « Tu as pris cette décision la semaine de la serviette. Je ne suis plus qu'une résidente ici, maintenant, comme toi. » Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. J'ai commandé un radiateur d'appoint sur mon téléphone, livraison en un jour, 49 $, et j'ai fermé la porte de ma chambre. Il a paniqué cet après-midi-là. Il a appelé une entreprise de réparation qu'il n'avait jamais utilisée auparavant, une qu'il a trouvée grâce à un prospectus agrafé à un poteau téléphonique, et a obtenu un devis de 3 400 $ pour une nouvelle chaudière, une somme à laquelle il n'avait pas accès car il avait bloqué la carte commune pour me punir et avait oublié, dans sa fureur, qu'il s'était également privé d'argent facile dans le processus. Il a frappé à ma porte ce soir-là et a demandé, d'une voix dépouillée de tout son commandement antérieur, si je mettrais la réparation sur ma carte personnelle. Je n'autorise pas les dépenses ménagères sur mon compte privé, ai-je dit. Tu devras trouver un autre moyen. Il est resté dans le couloir un long moment, et j'ai vu quelque chose changer derrière ses yeux, quelque chose entre l'incrédulité et la première vraie peur que j'avais vue en lui depuis des années. Il croyait sincèrement que je céderais. Il avait bâti toute une stratégie sur l'hypothèse que je céderais parce que, en 6 ans de mariage, je l'avais toujours fait. Je l'ai entendu au téléphone avec sa mère 1 heure plus tard, sa voix basse et blessée à travers le mur de la chambre d'amis. Il a dit à Carole que la banque avait gelé son compte par erreur. Une sorte d'alerte à la fraude. Rien de grave, juste un inconvénient. Il a dit que j'étais difficile pour couvrir le manque et que je n'avais pas le crédit disponible pour aider. C'était, pour autant que je puisse en juger, la première fois de sa vie que Weston avait directement et sciemment menti à sa propre mère pour de l'argent. Carole lui a viré 3 000 $ le lendemain matin. Je le sais parce que j'ai vu l'email de confirmation ouvert sur son téléphone, écran vers le haut sur le comptoir quand je suis allée chercher du café. Son frère Beckett est arrivé 2 jours plus tard, un samedi, apportant 2 cafés et une expression sur son visage que je n'avais pas vue depuis notre mariage, quand il avait porté un toast de témoin qui avait fait pleurer la moitié de la salle. Carole l'avait appelé, inquiète, disant que quelque chose dans le mariage semblait étrange, et Beckett avait conduit 90 minutes depuis Charlotte pour voir par lui-même. Il s'est assis à notre îlot de cuisine pendant que Weston était sous la douche et m'a demandé sans détour depuis combien de temps nous vivions comme des colocataires qui se détestaient. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la serviette, du commentaire sur le bruit, des notes de service et du bloc-notes jaune. Beckett a écouté avec son café qui refroidissait devant lui, intact, sa mâchoire travaillant exactement de la même manière que celle de Holt au Steakhouse. « Il t'a dit ça ?» a répété Beckett. Ce n'était pas une question. Mot pour mot, ai-je dit. Quand Weston est descendu, Beckett n'a rien adouci pour lui. Il a traité son frère d'idiot, là, dans la cuisine, d'une voix si forte que je suis restée dans la pièce d'à côté et j'ai laissé les mots me submerger au lieu de m'éloigner. « C'est toi qui as construit ça », lui a dit Beckett. «
Tu as construit le piège exact dans lequel tu te trouves, et ensuite tu y es entré toi-même, et maintenant tu veux que tout le monde ait pitié de toi. Maman t'a envoyé $3000 sur la base d'un mensonge, Weston. Un mensonge que tu lui as raconté. Weston n'a pas eu de répartie. Je ne l'avais jamais vu sans répartie auparavant. Les conséquences professionnelles sont arrivées la semaine suivante. Holt l'a retiré complètement du compte Feraline. Celui qu'il convoitait depuis 8 mois. Celui qui devait être son chemin vers un poste de directeur. Holt lui a dit, d'après ce que j'ai entendu d'un appel téléphonique que Weston a pris dans le garage, qu'il semblait déconcentré, instable à la maison, pas le genre de visage qu'on met en face d'un client de cette taille. Weston a franchi la porte d'entrée ce jeudi-là, portant une boîte en carton d'articles de bureau que je reconnaissais de son bureau, et il s'est tenu dans le couloir, me fixant avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Pas de la colère, quelque chose de plus proche du chagrin. « Es-tu satisfaite ?» a-t-il dit. « Tu m'as brisé. »« Tu t'es brisé toi-même, lui ai-je répondu. J'ai juste arrêté de te couvrir. » Je me suis retournée et j'ai regagné ma chambre. Derrière moi, je l'ai entendu poser la boîte sur le sol, lentement, comme si elle pesait plus que du carton et des agrafeuses ne le devraient. 2 matins plus tard, j'ai trouvé une note de service sur le comptoir de la cuisine, tapée et formatée comme un document d'entreprise, avec un en-tête, une ligne d'objet et tout le reste. Elle m'informait, dans un langage plus froid que tout ce qu'il m'avait dit en face en 6 ans, qu'à compter du 1er janvier, il prendrait possession de la chambre d'amis dans laquelle je dormais depuis 2 mois. J'avais 14 jours, disait la note, pour soit quitter la chambre d'amis et réintégrer notre chambre commune, soit prendre d'autres dispositions. D'autres dispositions, dans ma propre maison. Je suis resté longtemps à ce comptoir, tenant la note. J'ai remarqué, dans la même pile de courrier derrière, une enveloppe que j'ignorais depuis près de 2 semaines, adressée à nous deux, d'une société appelée Méridian Homelandin. J'avais supposé que c'était du courrier indésirable, une offre de refinancement, l'une des dizaines qui arrivent dans la boîte aux lettres de chaque propriétaire et qui sont jetées sans un second regard. Je l'ai prise maintenant, je l'ai retournée une fois dans mes mains, pour des raisons que je ne pouvais pas entièrement m'expliquer à ce moment-là, je l'ai glissée, non ouverte, dans le tiroir à fourre-tout de la cuisine au lieu de la poubelle de recyclage. Je n'ai pas crié à propos de la note. Je n'ai pas discuté. Je l'ai photographiée avec mon téléphone, et je l'ai envoyée directement à une avocate nommée Simone Okafor, une amie de pêche de la faculté de droit, qui s'occupait de cas familiaux dans le comté de Buncombe depuis 9 ans. Simone m'a appelé le soir suivant au lieu de m'envoyer un email, ce qui aurait dû m'alerter avant même qu'elle ne dise un mot. « J'ai besoin que tu ouvres cette enveloppe, a-t-elle dit. Celle de Méridian, ce soir si tu peux. Photographie chaque page et envoie-les-moi. » Je lui ai demandé pourquoi c'était important. Elle m'a dit qu'elle avait consulté les registres de propriété du comté cet après-midi-là. Une pratique courante avant de répondre à toute note comme celle que Weston m'avait laissée. Et quelque chose dans l'historique du registre l'avait incité à regarder plus loin. Il y avait une alerte de recherche de titre datant de 6 semaines plus tôt. Quelqu'un avait lancé une enquête préliminaire sur la propriété de Birchwood Lane, le genre d'enquête qu'un prêteur effectue avant d'approuver une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe avec un couteau à beurre, ma main plus stable que je ne l'aurais cru. À l'intérieur se trouvait une lettre de refus datée de 3 semaines plus tôt, adressée à Weston Voss, concernant une demande de ligne de crédit sur valeur domiciliaire d'un montant de $85 000, garantie par la propriété de Birchwood Lane. La demande mentionnait nos 2 noms comme emprunteurs. Elle indiquait un chiffre de revenu du ménage qui était exact pour lui et follement, spécifiquement gonflé pour moi, $40 000 de plus que ce que je gagnais réellement à la clinique où je travaillais comme directrice de bureau depuis 5 ans. La demande avait été refusée pour une seule raison déclarée, imprimée dans la même police plate que tout le reste sur la page, divergence sur le titre de propriété. La propriété unique ne correspond pas à la demande de co-emprunteur. J'ai lu cette ligne 2 fois avant de comprendre ce que je regardais. Weston avait demandé un prêt contre la maison de mon père, en utilisant des chiffres de revenus pour moi qu'il avait inventés de toutes pièces. Mon nom correctement orthographié, ma signature nulle part sur le document,
car il ne l'avait jamais eu. Il n'avait rien falsifié. Pas techniquement, pas d'une manière qui intéresserait un procureur. Il avait simplement rempli un formulaire comme si la maison était en partie à lui pour emprunter, pariant qu'un agent de crédit quelque part ne vérifierait pas l'acte de propriété d'assez près pour remarquer qu'il appartenait à une seule et unique personne. Le pari avait échoué. Le service de souscription de Méridian avait repéré ce sur quoi il pariait qu'il passerait à côté. 6 semaines plus tôt, cela plaçait la demande à peu près à la même semaine que le commentaire du dîner sur le fait de louer à sa propre femme. Non, je me suis corrigée, assise là avec la lettre tremblant légèrement dans ma main. Ce commentaire datait de 3 ans, mais 6 semaines plus tôt, cela plaçait la demande au moment du premier mardi de décembre, quand il m'avait dit que ma voix était un bruit encombrant son monde. J'ai compris quelque chose alors, que je ne m'étais pas autorisée à comprendre en 6 ans de mariage. Le bruit n'avait jamais vraiment été à propos de ma voix. Il avait été à propos de ce que ma voix représentait, c'est-à-dire une version de notre vie qu'il ne contrôlait pas, un bien avec seulement mon nom dessus, l'argent d'un père qu'il ne pourrait jamais toucher, peu importe à quel point il se montrait charmant au dîner. Il avait passé des semaines à essayer discrètement de trouver une porte d'entrée dans cette maison qui n'était pas déjà étiquetée à mon nom. Et quand la porte ne s'ouvrait pas, il avait commencé à essayer de faire taire la personne qui la gardait à la place. La note exigeant que je quitte la chambre d'amis n'était pas vraiment à propos d'une chambre d'amis. C'était le dernier levier disponible pour un homme qui avait essayé tous les leviers financiers et les avait tous trouvés verrouillés. Je suis restée assise avec ça pendant un long moment avant de rappeler Simone. Elle a écouté ma lecture des faits et a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La demande elle-même n'était probablement pas criminelle en soi. Le gonflement des revenus sur une demande conjointe arrive plus souvent qu'on ne le pense, et les prêteurs prévoient des vérifications pour cette raison précise. Mais combinée à la note, combinée à la chronologie, elle peignait un tableau qu'aucun juge ou médiateur n'aurait besoin de beaucoup d'aide pour interpréter. Un homme qui avait passé des semaines à essayer discrètement de tirer parti d'un bien qui n'était pas le sien, et qui, lorsque cela a échoué, s'est tourné vers une tentative de forcer sa femme à quitter sa propre chambre d'amis, par écrit, avec une ligne d'objet et une date d'entrée en vigueur, comme un avis d'expulsion déguisé en désaccord domestique. Il vous a laissé une trace écrite, a dit Simone. 2, en fait. Et il les a construites toutes les deux lui-même. Vous n'avez eu qu'à attendre. Je suis restée longtemps dans la cuisine après avoir raccroché. La lettre de refus et la note, côte à côte sur la table, sous la lumière du plafonnier. Je me suis surprise à penser étrangement à la nuit sur le canapé, la main pressée sur sa poitrine, le trajet en ambulance jusqu'à l'hôpital Mission, le diagnostic d'anxiété sans aucune implication cardiaque. J'avais passé cette nuit à croire que je voyais le corps de mon mari le lâcher. Ce que je comprenais maintenant, assise avec 2 documents qui traçaient la véritable forme de cet automne, c'est que j'avais en fait vu le plan d'un homme échoué. Des semaines après une demande qu'il soupçonnait déjà de ne pas passer la souscription. Des semaines après avoir réalisé que le seul bien qui comptait dans la maison ne lui serait pas disponible, peu importe avec quelle conviction il jouait la peur. Les douleurs thoraciques n'étaient pas à propos des dépenses liées à l'hypothèque cette nuit-là, lors de notre 2e année, et elles n'étaient pas à propos de quoi que ce soit de réel cette fois non plus. Elles concernaient la perte de contrôle, les 2 fois, et un homme se saisissant du seul levier qui lui restait quand ceux qu'il préférait cessaient de fonctionner. Cela aurait dû me mettre plus en colère que ça ne l'a fait. Surtout, cela m'a fatiguée. L'épuisement particulier qui vient quand on réalise qu'on a lu une personne correctement depuis le début et qu'on ne s'est simplement pas permis de faire confiance à cette lecture. J'ai pensé à la table de conférence de Feldman, à la clé de mon père encore dans sa main dans ce garage à Andersonville, à toutes les façons dont une personne essaie de protéger les gens qu'elle aime des choses qu'elle ne peut pas encore voir venir. Mon père n'aurait pas pu savoir, dans cette salle de conférence 8 ans plus tôt, de quoi il me protégeait exactement. Il savait seulement, comme les gens prudents semblent toujours le savoir, que la protection s'annonce rarement à l'avance. Elle attend juste tranquillement dans un dossier, jusqu'au jour où on en a besoin. Petite pause dans l'histoire. Si vous appréciez ces récits, envisagez d'écouter notre émission Spotify, dont le lien est dans la description, pour un accès anticipé à de nouvelles histoires et une meilleure qualité audio. Maintenant, retour à la vidéo. Je ne l'ai pas confronté cette nuit-là. J'ai attendu 3 jours,
jusqu'à ce que Simone ait rédigé une réponse formelle à sa note, et jusqu'à ce que Carol, ignorant toujours que ces 3 000 $ avaient servi à payer une chaudière au lieu de couvrir une mystérieuse erreur bancaire, ait déjà prévu une visite le dimanche pour me rapporter un plat à gratin qu'elle m'avait emprunté le mois précédent. Beckett est venu avec elle. Je ne lui avais pas demandé. Je pense que Carol lui a demandé, sentant sans qu'on le lui dise que ce qui se passait dans la maison de son fils nécessitait un témoin qui ne sourcillerait pas. J'ai posé les 2 documents sur la table de la cuisine avant leur arrivée, la note tapée sur la chambre d'amis, la lettre de refus de Méridian, le chiffre de revenu gonflé encerclé en rouge, la ligne sur la divergence de titres soulignée 2 fois. Weston est entré dans la cuisine en premier, a vu les papiers et s'est immobilisé. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il dit, ce n'était pas vraiment une question. « Assieds-toi, lui ai-je dit. Ta mère est en route, et j'aimerais qu'elle entende ça de ma bouche, pas de la tienne après coup. » Marlowe, ne fais pas ça, a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix s'est brisé. Le registre blessé que j'avais entendu à travers le mur de la chambre d'amis 3 semaines plus tôt, celui qu'il avait utilisé avec sa mère quand il lui avait menti. Quoi que tu penses que cette lettre dise, ce n'est pas ce que tu penses. Elle dit que tu as demandé 85 000 $ contre la maison de mon père, ai-je dit. Elle dit que tu as dit à un prêteur que je gagne 40 000 $ de plus par an que ce que je gagne réellement. Elle dit que la demande a été refusée parce que mon nom est le seul sur l'acte de propriété. Dis-moi quelle partie de cela je comprends mal. Il n'a pas répondu. Carol et Beckett sont entrés par la porte d'entrée quelques minutes plus tard, Carol lançant un bonjour joyeux qui est mort quelque part dans sa gorge quand elle est entrée dans la cuisine et nous a vus, assis de part et d'autre de la table comme des étrangers lors d'une déposition. « Que se passe-t-il » a-t-elle dit, posant le plat à gratin lentement, ses yeux allant de l'un à l'autre. « Demande à ton fils pourquoi il t'a dit que la banque avait gelé son compte par erreur, ai-je dit. J'ai gardé ma voix égale. J'avais répété cela dans la voiture en rentrant de la caisse de crédit 2 jours plus tôt. L'avait dit à voix haute au pare-brise vide jusqu'à ce qu'elle ne tremble plus. Il t'a dit ça pour que tu lui vires 3 000 $. La vérité, c'est que je l'ai retiré d'une carte de crédit conjointe après qu'il a passé 6 ans à décider lentement que ma voix était un inconvénient qu'il pouvait faire taire quand bon lui semblait. Le visage de Carol est passé par 3 étapes distinctes en l'espace d'environ 4 secondes, la confusion, l'incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à du chagrin pour une version de son fils qu'elle croyait apparemment encore exister. « Weston, a-t-elle dit, est-ce que c'est vrai ?» Il ne lui a pas menti en face cette fois. Je pense que cela m'a surprise plus que toute autre chose cet après-midi-là. Qu'après tout, il ait finalement choisi la plus petite humiliation du silence plutôt que la plus grande d'être pris dans un deuxième mensonge devant le même public. « J'allais te rembourser, a-t-il dit à la place. À Carol, pas à moi. Ce n'était pas censé être une grosse affaire. C'est une grosse affaire de 85 000 $, ai-je dit, et j'ai fait glisser la lettre de Méridian de 2 pouces vers Carol. Il a essayé d'emprunter contre une maison pour laquelle mon père a travaillé 31 ans. Il a utilisé mon nom sur un formulaire que je n'ai jamais signé, avec un salaire que je n'ai jamais gagné, pariant que personne ne vérifierait l'acte de propriété d'assez près pour remarquer qu'il ne porte pas son nom. Il ne le porte pas, d'ailleurs. Il ne l'a jamais porté. Il le sait depuis la semaine où nous l'avons acheté. Beckett a pris la lettre et l'a lue 2 fois, de la même manière que je l'avais fait. Quand il a relevé les yeux, son expression s'était durcie en quelque chose que je reconnaissais de la conversation à l'îlot de cuisine des semaines plus tôt, le regard d'un homme réévaluant tout ce qu'il pensait savoir sur son frère. « Tu as essayé de prendre un prêt sur la maison de son père, a dit Beckett lentement, derrière son dos. Et quand ça n'a pas marché, tu as essayé de la mettre à la porte de la chambre d'amis à la place. Ce n'est pas, a commencé Weston, puis s'est arrêté, car il n'y avait pas de fin à cette phrase qui survivait au contact des 2 documents posés sur la table entre nous. Il a essayé quand même, un instant plus tard, se raccrochant à la version de l'histoire qui avait fonctionné sur moi pendant 6 ans. Vous ne comprenez pas la pression que j'ai subie, a-t-il dit, regardant au-delà de moi vers Carol, comme il dirigeait toujours ses défenses vers le public qui semblait le plus susceptible de s'adoucir. Holt est sur mon dos depuis des mois. La maison, les factures, tout ça. C'est beaucoup à apporter seul.
Et Marlo est absente depuis des semaines, me faisant obstruction, écrivant des notes comme si j'étais une sorte de locataire qu'elle expulse. J'ai fait une erreur en essayant de résoudre un problème qu'elle a créé. J'ai créé un problème? Ai-je répété, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très calme, comme la nuit avec la serviette. Tu m'as dit que ma voix était du bruit. J'ai arrêté de parler. Ce n'est pas un mystère que tu as besoin de Holt ou d'un agent de crédit pour t'aider à résoudre, Weston. C'est cause et effet. Tu n'as pas le droit d'allumer un incendie pour ensuite demander à tout le monde dans la pièce d'admirer à quel point tu travailles dur pour l'éteindre. Carole a fait un petit bruit, pas tout à fait un mot, et a baissé les yeux sur ses mains. Weston a ouvert la bouche une fois de plus, puis l'a fermée. Et je l'ai vu comprendre, peut-être pour la première fois en 6 semaines, qu'il n'y avait plus personne dans cette cuisine prêt à lui offrir la version adoucie des événements. J'ai besoin que tu m'entendes dire une chose, lui ai-je dit. Et j'ai attendu qu'il me regarde vraiment, vraiment, comme il ne m'avait pas regardé depuis la nuit de la serviette dans la cuisine des semaines auparavant. Tu as passé 6 ans à me dire de 100 petites manières que ma voix était trop lourde à porter pour toi. Tu avais tort à ce sujet. La vérité, c'est que ma voix n'a jamais été le problème. La vérité, c'est que tu avais besoin que je sois silencieuse, parce qu'une femme silencieuse ne demande pas pourquoi son mari remplit des papiers de près dans son dos. J'ai fini d'être silencieuse, Weston. J'ai fini d'être gérée et j'ai fini de prétendre que les 6 dernières semaines concernaient une chambre d'amis. Personne n'a rien dit pendant un long moment. Carole avait les larmes aux yeux. Pas pour moi, je pense, mais pour le fils qu'elle avait élevé, qu'elle voyait clairement, peut-être pour la première fois. Assis à une table de cuisine, incapable de se défendre. Beckett a posé la lettre avec précaution, comme si elle pouvait encore mordre quelqu'un si elle était mal manipulée, et a mis une main sur l'épaule de sa mère. Je pense que nous devrions y aller, lui a dit Beckett doucement. Puis à Weston, pas doucement du tout. Règle ça. Vraiment, règle ça. Ne m'appelle pas tant que tu ne l'auras pas fait. Carole s'est arrêtée à la porte, m'a regardé une dernière fois et a articulé les mots « Je suis désolée » avant que Beckett ne la guide sur le porche. C'était la seule excuse que j'ai reçue de quiconque ce jour-là qui semblait entièrement simple, entièrement dénuée d'intérêt personnel, et je m'y suis accrochée pendant des semaines après. Comme on s'accroche à tout ce qui est inopinément gentil au milieu d'une saison difficile. Ils sont partis dans l'heure. Weston est resté à la table de la cuisine longtemps après leur départ, fixant les 2 morceaux de papier comme s'ils pouvaient se réarranger en une version des événements où ils sortiraient grandis. Les jours qui ont suivi n'ont pas suivi une ligne droite comme je m'y attendais. Je pensais que le démasquer serait comme actionner un interrupteur, que le mariage se terminerait simplement au moment où la vérité serait sur la table, mais au lieu de cela, il s'est traîné de côté pendant des semaines, comme la plupart des choses réelles le font, au lieu de la façon dont les histoires le racontent habituellement. Weston a déménagé dans la chambre d'amis lui-même dans les 4 jours, non pas parce que je lui ai demandé, mais parce que Simone a envoyé une lettre officielle rappelant à son propre avocat que la propriété de Bearwood Lane était uniquement à mon nom, et que toute autre tentative de modifier les arrangements de vie domestique sans mon consentement pourrait être traitée comme une composante d'un schéma plus large, pertinent pour la demande de divorce qu'elle préparait en mon nom. J'ai déposé la demande la semaine suivante, le 2e mardi de janvier, ce qui signifie que la note qu'il avait tapée sur la prise de possession de ma chambre d'amis pour le 1er janvier a fini par survivre à sa propre échéance de 8 jours exactement, avant que le mariage qu'il avait produite ne cesse d'exister légalement sous la forme qu'il avait connue. Carole m'a appelé 2 fois cette première semaine, hésitante, s'excusant d'une manière qui m'a surprise. Elle m'a dit qu'elle avait élevé Weston pour être meilleure que ce qu'elle avait vu à ma table de cuisine, et qu'elle ne savait pas quoi faire de la honte de réaliser que son fils lui avait menti en face pour $3000. Elle m'a demandé, lors du 2e appel, s'il y avait eu des signes plus tôt, plus en arrière, qu'elle aurait dû remarquer en tant que mère. Je lui ai dit honnêtement que je ne pensais pas que c'était son travail de les avoir remarqués, que je n'avais pas remarqué la plupart d'entre eux moi-même jusqu'à ce que je cesse d'être assez silencieuse pour les laisser passer inaperçus. Je lui ai dit que l'argent n'était pas la partie la plus importante pour moi. Elle a envoyé un chèque quand même, sans que je le demande, un remboursement partiel, a-t-elle dit, qui était entre elle et sa propre conscience, pas entre elle et Weston. Nous nous parlons encore parfois, pas souvent, mais parfois.
Beckett est devenu quelque chose que je n'attendais pas de tout ça, un véritable ami plutôt qu'un simple beau-frère que je voyais 2 fois par an pendant les vacances. Il m'a aidé à déplacer une bibliothèque hors de la chambre d'amis en février, la même que Weston avait autrefois essayé de revendiquer par note de service, et il m'a dit autour d'une pizza après, qu'il avait passé la majeure partie de décembre à rejouer de vieux souvenirs de son frère, essayant de trouver le moment exact où les choses avaient tourné au vinaigre. Il n'en a pas trouvé un seul. Moi non plus. J'en suis venu à croire qu'il n'y avait pas un seul moment. Il y a eu une accumulation, une lente érosion, le genre qui ne devient visible qu'une fois que le rivage a déjà disparu. Tout le monde n'a pas choisi le camp que j'aurais attendu. Le père de Weston, Randall, qui m'avait dit peut-être 100 mots au total en 6 ans de vacances, m'a appelé une fois fin janvier, bourru et maladroit, pour dire qu'il en avait entendu une partie par Carole, et qu'il était désolé. Et puis il n'en a plus jamais reparlé. Ni à Pâques, ni à la seule réunion de famille à laquelle j'ai encore assisté ce printemps-là pour Beckett. Son silence par la suite ne ressemblait pas à de l'évitement, mais plutôt à un homme n'ayant tout simplement pas le vocabulaire pour une conversation comme celle-là. Et j'ai découvert que je ne lui en tenais pas rigueur. 2 des couples avec qui nous dînions, ceux qui s'étaient assis à cette table du samedi en avril 3 ans plus tôt et avaient entendu le commentaire sur la location à sa propre femme sans sourciller, ont pris le parti de Weston presque immédiatement, se retirant discrètement de ma conversation de groupe en février sans un mot d'explication. J'ai découvert plus tard que Weston leur avait raconté une version des événements où je l'avais exclu du mariage sans raison, puis l'avais pris au dépourvu avec un avocat. Ça a fait moins mal que ce à quoi je m'attendais. J'avais déjà appris, en 6 semaines de bloc-notes et de dîners silencieux, que certaines personnes préféreront toujours l'histoire qui leur demande le moins d'efforts pour y croire. L'allié inattendu est venu d'une direction que je n'avais pas du tout prévue. Renata, la femme de Holt, m'a envoyé un texto fin janvier. De nulle part, un numéro que je ne lui avais pas donné moi-même. Elle a dû l'obtenir de quelqu'un à l'ancien bureau de Weston. Elle a dit qu'elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas au dîner des mois plus tôt. Le silence à table. La façon dont le visage de Weston s'était fissuré quand je n'avais pas terminé son histoire pour lui. Et elle y avait pensé plus d'une fois depuis. Elle a dit qu'elle était désolée de n'avoir rien dit ce soir-là. Elle m'a invité à prendre un café. Nous y sommes allés 2 fois cet hiver, et quelque part dans la 2e conversation, elle m'a dit, presque en passant, que Holt avait retiré Weston de bien plus que le simple comte Feraline. Il avait discrètement commencé à limiter le travail de Weston en contact avec les clients, inquiet, selon les propres mots de Holt, que ce qui se passait à la maison commençait à se voir devant les gens qui payaient les factures de l'entreprise. Weston a perdu sa chance de devenir directeur en mars. Je n'avais pas demandé ce résultat. Je n'en ai pas tiré de plaisir non plus. Pas exactement. Je l'ai reconnu comme le genre de conséquence qui se construit à partir des propres choix d'une personne. De la même manière que l'eau trouve la fissure qui allait toujours devenir la fuite. Le dernier geste désespéré de Weston est survenu fin février, 3 semaines avant la médiation. Il s'est présenté à la maison sans prévenir un jeudi soir, ayant, à l'odeur qui se dégageait de lui quand j'ai ouvert la porte, bu au moins 3 verres quelque part avant d'arriver. Il s'est tenu sur le porche dans le froid sans manteau, le même porche où il laissait ses chaussures de golf, et m'a dit qu'il avait fait une erreur, la plus grande de sa vie, et qu'il voulait parler, vraiment parler, comme nous le faisions avant que les choses ne tournent mal. Il n'y a rien à dire que Simone et ton avocat ne peuvent gérer mieux que nous, debout sur un porche à 21h, lui ai-je dit. Je te demande de ne pas faire ça, a-t-il dit. Sa voix avait perdu toute trace du registre plat et ennuyé de la nuit de la serviette. J'irai en thérapie. Je ferai tout ce que tu veux. Ne dépose juste pas la 2e partie, celle avec la demande de prêt. Ne laisse pas ça me suivre au bureau. Voilà. La vraie raison de sa visite sur le porche, mise à nu sous la lumière du détecteur de mouvement. Pas le mariage, la conséquence professionnelle. Cette décision ne vise pas à te punir, ai-je dit. Elle vise à dire la vérité aux personnes qui ont le droit de la connaître. Tu as fait ce choix 6 semaines avant que j'ouvre une enveloppe. J'ai juste arrêté de couvrir les chiffres. Il m'a demandé alors, d'une voix qui sonnait enfin comme une vraie peur au lieu d'une performance, si je l'aimais encore.
Je suis restée dans l'embrasure de la porte un long moment avant de répondre, car je lui devais une réponse honnête, même après tout. Peut-être surtout après tout. J'ai aimé l'homme qui m'appelait de la route juste pour entendre ma voix, ai-je dit. Je ne sais pas où il est passé. Je ne pense pas que tu le saches non plus. Je n'aime pas l'homme qui se tient sur ce porche en me demandant de protéger sa carrière au lieu de s'interroger sur les 6 années qu'il a passées à me rabaisser. Il est parti sans rien dire d'autre. J'ai regardé ses feux arrière disparaître sur Birchwood Lane et je suis restée dans le froid plus longtemps que nécessaire, ressentant quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir cette nuit-là, qui était du chagrin, pur et simple, pour la chose spécifique et irrécupérable qui meurt à l'intérieur d'un mariage bien avant que les papiers ne le rattrapent. Je n'ai pas pleuré l'homme sur le porche. J'ai pleuré la version de lui que j'avais épousée. Celui qui laissait de petits dessins stupides dans mon sac à lunch. Celui qui n'a peut-être existé que dans les premières années, ou qui a peut-être existé tout le temps sous quelque chose qui s'est finalement calcifié sur lui. Je ne saurai jamais laquelle. Ce non-savoir est sa propre forme de perte, distincte du mariage lui-même. Il a tenté une dernière chose après le porche. Un mouvement plus petit, plus calculé que les excuses d'ivrogne. Début mars, une semaine avant la médiation, Preston a envoyé à Simone une proposition au nom de Weston, demandant une pension alimentaire temporaire pour conjoint, citant 6 ans de mariage et ce que le dossier appelait une « disparité significative dans les biens du ménage après la séparation », c'est-à-dire la maison. Simone a ri aux éclats en me le lisant au téléphone, puis s'est excusée d'avoir ri, puis m'a lu le statut pertinent expliquant pourquoi une demande comme celle-là, déposée par la partie jugée avoir tenté un effet de levier non divulgué contre le bien même en question, était peu susceptible de survivre à une première lecture par un juge. Ce ne fut pas le cas. La demande a été retirée 11 jours plus tard, discrètement, sans explication, comme la plupart des arguments perdants. La médiation elle-même a eu lieu un mardi matin gris, dans une salle de conférence du centre-ville qui sentait le café brûlé et la moquette neuve. Simone à ma gauche, Weston et Preston de l'autre côté de la table, une médiatrice nommée Ruth Callahan dirigeant le tout avec l'efficacité imperturbable de quelqu'un qui avait clairement assisté à une centaine de réunions exactement comme celle-ci. Weston paraissait plus petit que dans mon souvenir, dans un costume gris qui lui allait comme des vêtements vont à une personne qui a perdu du poids trop vite, et il m'a à peine regardé pendant la première heure, gardant les yeux sur le dossier devant lui à la place. C'est Ruth qui lui a finalement demandé directement, après 1 heure et demie, s'il contestait la chronologie que Simone avait établie, reliant la demande de prêt à la note sur la chambre d'amis. Il est resté silencieux un long moment, assez longtemps pour que Preston se déplace sur son siège à côté de lui. Et puis il a dit, d'une voix dépouillée de toute la performance que je l'avais vu donner pendant 6 ans, qu'il ne la contestait pas. Il a dit qu'il avait pris une série de décisions cet automne-là dont il n'était pas fier, et qu'il comprenait comment elles apparaissaient, mises bout à bout sur une table de conférence, parce qu'elles lui apparaissaient de la même manière maintenant, d'une façon qu'elle n'avait pas pendant qu'il les prenait une par une. C'était la chose la plus proche d'une vraie excuse que j'ai jamais reçue de lui, livrée non pas à moi, mais à une médiatrice, dans une pièce conçue pour la négociation plutôt que pour le pardon. Je n'en avais pas besoin pour sentir que c'était la fin, et ce n'était pas le cas. Pas exactement. Mais j'ai remarqué que quelque chose se détendait légèrement dans ma poitrine quand même. Un petit espoir tenace que je n'avais pas complètement lâché, s'installant enfin. Les complications financières ont pris la majeure partie du printemps à démêler, car la maison était uniquement à mon nom. Elle n'était pas soumise à la division, ce que Simone m'avait dit depuis le début serait probablement le cas, mais qui semblait toujours étrange à entendre confirmer à haute voix dans une salle de médiation en mars, en face de Weston et de son propre avocat, un homme fatigué nommé Preston, qui n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son client comme s'il soupçonnait déjà d'avoir pris une cause perdue. L'épargne commune, ce qu'il en restait après mon transfert initial, a été divisée selon une formule. La dette de carte de crédit que Weston avait discrètement accumulée cet hiver-là, $610 au Ledger entre autres, est devenue sa seule responsabilité une fois que la médiatrice a examiné la chronologie des dépenses par rapport à la date à laquelle je m'étais retiré du compte. La demande de près de $85 000 n'est jamais devenue une affaire criminelle, exactement comme Simone l'avait prédit. Mais elle est devenue un élément permanent dans le dossier de médiation, cité par mon avocate comme preuve de tromperie financière pertinente pour le règlement global, et l'avocat de Weston n'a pas beaucoup combattu cette caractérisation,
ce qui m'a appris quelque chose sur à quel point il la considérait lui-même comme indéfendable. Le soir après la médiation, je suis allée à l'appartement de Paige sur l'avenue Mérimont, comme je le faisais pendant ces premières semaines silencieuses, et nous nous sommes assises sur le même balcon, bien que cette fois il faisait assez chaud pour se passer des couvertures. Elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit », bien qu'elle en aurait eu le droit. Elle a juste versé 2 verres de vin et m'a laissé parler, de la même manière qu'elle l'avait fait tous ces mois plus tôt, quand le balcon était le seul endroit où ma vraie voix vivait encore. Je lui ai dit que je me sentais étrange, plus légère que prévu, mais aussi étrangement démunie, comme si un membre que j'avais ménagé pendant des années avait finalement été amputé, et que je n'avais pas encore appris à marcher sans. C'est normal, a-t-elle dit. C'est toujours une perte, même quand c'est la bonne décision. Elle m'avait dit quelque chose de presque identique après son propre divorce 3 ans plus tôt, sur ce même balcon, et je me suis souvenue, assise là, à quel point je l'avais peu absorbée à l'époque, à quel point la même phrase résonne différemment une fois que vous avez gagné le droit de la comprendre vous-même. Holt n'a jamais renvoyé Weston purement et simplement. Il n'en a pas eu besoin. En avril, Weston avait discrètement commencé à passer des entretiens ailleurs, selon Beckett, incapable de retrouver la trajectoire qu'il avait autrefois au sein d'une entreprise où tout le monde, du sommet à la base, avait, d'une manière ou d'une autre, assisté à l'effondrement en temps réel à travers une poignée de dîners et d'évaluations trimestrielles. J'ai traversé ces mois comme on traverse une météo qu'on ne peut contrôler, en s'ajustant, en se couvrant, en passant chaque semaine et en ne remarquant que rétrospectivement que j'y avais survécu. Paige venait la plupart des dimanches soirs cet hiver-là, et nous n'avions plus besoin du balcon car toute la maison était à moi pour parler librement maintenant. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis par choix pendant un certain temps. Non pas parce que quelqu'un me l'a dit, mais parce que notre ancienne chambre contenait 6 ans d'une version de moi que je n'étais pas prête à récupérer encore. J'y suis retournée en avril, à mon propre rythme, et j'ai repeint les murs d'une couleur à laquelle Weston avait opposé son veto des années plus tôt. Un vert profond et chaud qu'il avait un jour qualifié de « trop bruyant » pour une chambre. Il y avait aussi la logistique. Le genre peu glamour dont personne ne vous prévient quand un mariage se termine. J'ai passé un samedi de mars en attente avec la compagnie de service public, retirant le nom de Weston des comptes d'eau et d'électricité. Un appel de 40 minutes qui s'est terminé par une représentante nommée Judith me disant gentiment qu'elle était désolée pour ce que je traversais. La petite pitié d'une étrangère qui m'a plus défaite que la table de médiation ne l'avait fait. J'ai changé les serrures de Bearwood Lane la même semaine. Pas par peur, exactement, mais parce que Simone a dit que c'était la pratique courante une fois qu'un accord de séparation désignait une occupation unique, et parce qu'une partie de moi voulait le clic physique d'une nouvelle clé dans une nouvelle serrure, la preuve que la frontière existait ailleurs que dans un dossier juridique. Au travail, je n'ai dit à ma responsable, Denise, que les grandes lignes de ce qui se passait. Mais la clinique était assez petite pour que tout le monde le sache en une semaine de toute façon, comme les petits lieux de travail le savent toujours. Une collègue nommée Priya, avec qui j'avais échangé peut-être 200 mots en 3 ans au-delà des questions d'horaire, a laissé un post-it sur mon moniteur un mardi matin qui disait simplement « Tu as le droit de prendre de la place ici ». Pas d'explication, pas de conversation de suivi. Et j'ai gardé cette note dans le tiroir de mon bureau pendant des mois après, à travers les jours où j'avais besoin de ce rappel plus que de presque toute autre chose. J'ai croisé Weston une fois ce printemps-là par accident, dans une quincaillerie sur Tunnel Road. Tous les deux cherchant le même rayon de filtre de chaudière. Une collision absurde, presque comique, étant donné tout ce que cette chaudière nous avait déjà coûté. Nous sommes restés là un moment, filtre en main, et il m'a demandé doucement comment j'allais. Je lui ai dit que j'allais bien. Il a hoché la tête, a dit qu'il était content, et nous sommes allés à des caisses séparées sans un autre mot. Cela n'aurait pas dû avoir autant d'importance que ça en a eu, cette petite interaction civile et oubliable. Mais je suis rentrée en voiture après et j'ai pleuré dans l'allée pendant 10 minutes avant de pouvoir me forcer à entrer. Non pas parce que je le voulais de retour, mais parce que c'est à ce moment-là que j'ai finalement compris, jusqu'au plus profond de moi, que l'homme que j'avais épousé était vraiment parti. Classé maintenant sous « filtre de chaudière » et « ligne de caisse séparée ». Et aucun papier juridique n'aurait pu me préparer à la banalité de la fin. Nous sommes en juillet maintenant. 7 mois depuis la nuit de la serviette,
5 mois depuis la table de médiation, 3 mois depuis que j'ai repeint la chambre de la couleur qu'il trouvait trop bruyante. Je vis seul dans la maison de Birchwood Lane, bien que « seul » ne semble plus être le mot juste. Paige vient la plupart des week-ends. Beckett m'envoie des photos de son jardin, compétitif d'une manière qui me fait rire puisqu'il sait que j'ai commencé à faire pousser des tomates sur le côté. Weston ne m'a jamais aidé à défricher. Carole appelle encore parfois, prudente, un peu triste, mais réelle. Les tomates ont en fait bien poussé, mieux que ce que j'attendais de quelqu'un qui n'avait jamais fait pousser quelque chose de plus ambitieux qu'un plant de basilic sur un rebord de fenêtre. Je sors la plupart des soirs vers 19h, une fois que le pire de la chaleur estivale est passé. Et je vérifie les vignes et je parle au chien du voisin à travers la clôture, un beagle vieillissant nommé Otis, qui se fiche de ce que j'ai à dire tant que je continue à le dire. Il y a quelque chose là-dedans, j'ai remarqué. Un écho silencieux de tout ce qui a commencé cette histoire. Je parle plus maintenant que je ne l'ai fait pendant les 2 dernières années de mon mariage combiné. À Otis, à Paige, à Priya au travail, à la femme du marché fermier qui vend le miel que je mets dans mon café. Rien de tout cela n'est du bruit. Ça ne l'a jamais été. Il a juste fallu qu'un homme me dise que c'en était, pour que je comprenne enfin à quel point ce mot avait toujours été faux. J'ai commencé à voir un thérapeute moi-même en février, un homme à la voix douce nommé Dr Henry, qui m'a demandé lors de notre 2e session pourquoi j'étais restée silencieuse si longtemps avant de finalement commencer à documenter les choses sur un bloc-notes au lieu de simplement partir. Je n'avais pas de réponse claire pour lui ce jour-là. J'en ai construit une depuis, lentement, au cours de 5 mois de mardis après-midi dans son bureau. Je suis restée parce que je croyais encore, quelque part sous toutes les preuves qui s'accumulaient contre lui, en l'homme qui m'appelait de la route. Je suis restée parce que partir, pendant longtemps, aurait signifié admettre que l'argent de mon père m'avait acheté un mariage au lieu d'une maison, et une partie de moi, têtue et orgueilleuse, avait besoin de prouver que ce n'était pas le cas. Je comprends maintenant que ces 2 choses n'ont jamais été réellement en conflit. Je pouvais faire le deuil du mariage et être toujours reconnaissante pour le mur qu'il m'a appris à construire autour de ce que mon père m'a laissé. Les 2 choses sont vraies. Dr Henry dit que c'est généralement comme ça que ça marche. Que les choses les plus vraies d'une vie arrivent rarement seules. Je pense beaucoup à la serviette, honnêtement. Plus avec colère, ou pas seulement avec colère, surtout avec une sorte de clarté à laquelle je n'avais pas accès quand j'étais encore dans le mariage. Il m'a dit que ma voix était un bruit encombrant son monde. Et j'ai cru, pendant exactement le temps qu'il m'a fallu pour acheter un bloc-notes, que le problème pourrait vraiment être moi. Ce n'était pas le cas. Ce n'était jamais le volume de ce que je disais. C'était que tout ce que je disais était une petite preuve continue que j'existais en tant que personne à part entière dans cette maison, avec un père qui m'avait laissé quelque chose que personne ne pouvait prendre discrètement, et un esprit qui n'avait pas besoin de sa permission pour avoir des pensées. Un homme qui a besoin que vous soyez plus petite pour se sentir plus grand lui-même n'allait jamais être satisfait par aucune quantité de silence. Il aurait trouvé autre chose à appeler bruit, éventuellement. Le bloc-notes a juste raccourci la chronologie. J'ai reçu un email de sa part en juin, sans que je le demande. Le premier contact en près de 2 mois. Il a écrit qu'il avait commencé une thérapie, que son nouveau travail à Charlotte se passait bien, qu'il espérait que j'allais bien. Il ne s'est pas excusé directement, pas en ces termes, bien que je pouvais sentir la forme d'une excuse essayant d'exister quelque part sous les phrases prudentes. Je l'ai lu 2 fois, comme j'avais lu la lettre de Méridian 2 fois, bien que pour des raisons entièrement différentes cette fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai fait, des semaines plus tard, c'était en 3 phrases. J'espère que la thérapie aide. J'espère que tu construiras quelque chose d'honnête avec la prochaine personne. Je ne suis plus en colère, mais je ne suis pas non plus disponible pour être un personnage dans ton histoire de rétablissement. Je pensais chaque mot. Les gens me demandent parfois, les rares qui connaissent toute l'histoire, si je regrette le silence, le bloc-notes, les trajets de 11 miles jusqu'à une caisse de crédit dont ils n'avaient jamais entendu parler. Non. Je pense qu'il y a des moments dans un mariage, dans n'importe quelle relation, où la seule phrase qui ait encore un sens est celle que vous dites en ne disant rien du tout. J'ai donné à Weston exactement ce qu'il a demandé.
Et il s'est avéré que la chose qu'il exigeait depuis des années était aussi la chose qui lui a finalement montré, à lui et à tout le monde autour de lui, exactement qui il était sous le charme. Il a construit le piège lui-même. Une note, une demande de prêt, un mensonge à sa mère à la fois. J'ai juste arrêté de me tenir devant pour le protéger. S'il y a une chose que je voudrais que quelqu'un dans mon ancienne situation comprenne, c'est que la punition n'a jamais été le but, même quand cela y ressemblait de l'extérieur. Je n'essayais pas de blesser Weston avec le bloc-notes, la caisse de crédit ou le tableur sur le comptoir. J'essayais de survivre à l'intérieur d'une maison où ma propre voix avait commencé à ressembler à un handicap. Et il s'est avéré que la seule façon de survivre à ce type particulier d'érosion était de cesser de m'offrir à elle. Une conversation à la fois. Les conséquences qui ont suivi, le refus de prêt, Holt le retirant du compte, la lente perte de confiance de sa mère, rien de tout cela n'a été manigancé. Je n'ai rien construit de tout ça. J'ai simplement arrêté de me placer entre Weston et les conséquences de ses propres choix. Et une fois que je me suis écartée, la gravité a fait ce que la gravité fait. Je fais encore le deuil de certains morceaux, si je suis honnête. Assise sur la terrasse arrière certains soirs, avec un verre de vin et rien que des grillons pour compagnie. Je fais le deuil de l'homme qui m'appelait de la route. Je fais le deuil de la version du mariage que je pensais construire dans ma vingtaine, à l'époque où Feldman s'asseyait en face de moi à cette table de conférence et me disait de protéger ce que mon père avait construit. Je ne comprenais pas, à 26 ans, que la protection ne serait pas seulement financière. Je ne savais pas que j'en aurais besoin pour quelque chose de plus proche de moi-même. Certains soirs, je me surprends encore à retrouver les vieilles habitudes, à rédiger une phrase dans ma tête comme je rédigeais des entrées pour le bloc-notes, la réduisant au seul fait avant de me permettre de la dire à haute voix à qui que ce soit. Je travaille à désapprendre ce réflexe particulier. Le docteur Henry appelle ça l'hypervigilance, un système nerveux qui se prépare encore à une réaction qui ne vient plus. Et il me dit que ça s'estompe avec le temps et la pratique, de la même manière qu'un muscle se détend une fois que la menace contre laquelle il se protégeait a vraiment disparu. Je le crois, la plupart du temps. Je remarque chaque mois à quel point il est devenu plus facile de simplement dire une pensée complète et non éditée à voix haute, dans ma propre cuisine, à Paige, à Beckett, à Otis à travers la clôture, sans vérifier d'abord si c'est trop pour la pièce. Mais je ne fais plus le deuil du silence. Pas comme je le craignais avant. La maison est silencieuse la plupart des soirs maintenant, et pour la première fois depuis des années, le silence est à moi. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un bloc-notes sur le comptoir ou une note avec une date limite. C'est juste une femme, de 35 ans maintenant, assise dans une maison que son père a aidé à acheter, parlant enfin exactement autant qu'elle le veut, exactement aux personnes qui ont mérité le privilège de l'entendre. Weston a qualifié ma voix de bruit, encombrant son monde parfait et incontesté. Il avait presque raison sur une chose. C'était son monde autrefois, construit sur l'hypothèse que je me ferais toujours plus petite pour y tenir. Je ne vis plus dans ce monde. J'en ai construit un plus silencieux, meilleur. Et cette fois, chaque mur porte mon nom sur l'acte de propriété. Chaque voix à l'intérieur, y compris la mienne, est enfin autorisée à remplir tout l'espace.